On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Romain Martini nous explique comment les langues vivent, survivent et meurent parfois. Emmanuel Lamontagne revisite les grands symboles du christianisme en Irlande. Et Magdali Nadeau nous raconte sa conversion fulgurante et le parcours de foi qui s'en est suivi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du jubilaire James Langlois. James, c'est un jour spécial aujourd'hui. Ben oui, c'est ma fête. C'est 7 jours après toi, Antoine. Le jour qui t'a vu naître. Ouais, mais la dernière fois, quand on a souligné ta fête à l'émission, tu étais absent malheureusement. Ben ouais, on se demande pourquoi. Je sais pas moi non plus. Non, c'est même pas pour les raisons que vous pensez, mais de toute façon, c'est pas ça le sujet de l'émission aujourd'hui. On a beaucoup de nouveautés aujourd'hui. Entre autres, on se joignent à nous pour la première fois les téléspectateurs de Ciel et Lumière. Peut-être pour expliquer le contexte, On n'est pas du monde, c'est une idée complètement folle qui est née il y a de ça 6 ans, grâce à un heureux partenariat avec Radio Galilée et Radio VM. Et là, on reçoit du monde chaque semaine autour de la table. Puis là, on est à TV. Oui, ça a commencé par vidéo YouTube sur notre page Facebook. Puis là, ensuite, c'est ça, un autre cran avec ces lumières. On remercie tous nos partenaires là, dans ces différentes institutions. C'est une heureuse nouvelle. Et autre heureuse nouvelle, c'est qu'on a encore une fois du beau monde autour de la table. Romain, t'es tout sourire. Yadit. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors que ça veut dire littéralement « Dieu te salue ». Et en fait, c'est la salutation utilisée pour dire bonjour en irlandais. Ah, c'est beau. C'est un peu de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. Les langues, entre autres les langues rares ou mourantes ou mortes. Mais aussi de comment une langue vit et survit. Aussi. Parce que tant qu'elle n'est pas morte, il y a de l'espoir qu'elle revive. C'est beau. C'est beau ce que tu dis, Romain. Ça va être assez tôt dans l'émission. On reçoit aussi Emmanuel Lamontagne. Salut. Bonjour. On continue dans le même thème, ou proche en tout cas. Oui, on est concept. Moi, je vais vous parler du christianisme en Irlande, des symboles du christianisme dans la culture irlandaise. Cette semaine, c'est la fête de Saint-Patrick. Exactement, le 17 de mars. Simple coïncidence? Je ne crois pas. Et puis, il n'y a que du monde Saint-Patrick autour de cette table, donc ça va être une très belle émission. Oh! Trop fort. Et parlant de gens sympathiques, sympathique, non, Magdali Nadeau, qui est la voix et, disons, le visage que les gens, le premier visage que les gens rencontrent quand ils se pointent au bureau du Verbe. Bonjour, Magdali. Bonjour. Aujourd'hui, tu n'es pas là pour nous parler de tes tâches d'adjointe administrative auprès de nous, quoique ça serait sûrement passionnant, mais plutôt de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tout à fait. Être témoin de cet amour-là que j'ai rencontré. Et tu vas nous partager ça généreusement à la toute fin de l'émission. Merci d'être avec nous. Pas de problème. Avec l'inéluctable brassage démographique de la mondialisation, de nombreuses cultures et un peu partout sur la planète se retrouvent confrontées d'une manière particulière aux défis de leur possible extinction. Or, comme le disent les anthropologues, le véhicule de la culture, c'est la langue et parfois, on dirait que les véhicules manquent d'essence ou a pris le chemin de la fourrière dans certains cas. Pour en discuter, on reçoit le chroniqueur Romain Martini. Salut Romain! Salut, donc là je vais reprendre en français. Ah ouais, dis-nous donc bonjour en français, tiens. En une langue rare, là, vas-y. L'irlandais, c'est la langue rare que je connais le mieux. Donc, pour dire bonjour, on dit Dieu te salue, Diaditch. Et la réponse, puis là, il y aura un lien à faire avec ta chronique tantôt, on répond Dia Ismiredit, qui veut dire Dieu et Marie te saluent. Donc, on voit l'importance du catholicisme jusque dans la langue. C'est fascinant, et jusque dans une expression aussi quotidienne que... Exactement. Allô? Alors, les jeunes, quand ils se disent salut, ils vont généralement plus dire hey, qui est un high irlandisé, on va dire, mais le Diaditch, Dia Ismiredit est encore très utilisé aussi. Mais pourquoi tu connais si bien le gaélique? Là, Alors, je te remercie pour ta question, ça fait la transition. Très bonne question, James. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai un chandail écrit en gaélique. Alors, c'est drôle parce que techniquement, en français, on dit gaélique, mais les Irlandais, quand ils parlent de leur langue, ils aiment bien dire l'irlandais. Ah oui, parce que aussi le gaélique écossais, etc. Ouais. Et ce chandail, je l'avais acheté, enfin plutôt mes parents me l'avaient acheté, soyons honnêtes, en 2003 quand j'avais été en Irlande avec eux. Puis ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que tous les panneaux étaient bilingues.
en anglais, puis en irlandais. Puis en fait, l'irlandais, c'est la première langue officielle de l'Irlande. L'anglais n'arrive pas. Oui, d'un point de vue constitutionnel, c'est écrit que la première langue de l'Irlande, c'est l'irlandais, la première langue officielle. L'anglais n'est que la seconde langue officielle. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que j'avais acheté ce chandail. Bon, il y a une petite traduction en anglais, donc ça se prononce Cawil Morfianta, qui veut dire « Où est ma pinte ?» Question fondamentale quand vous visite l'Irlande. Exactement. Puis fait que je m'étais toujours intéressé à l'irlandais. J'étais retourné, mais plus pour pratiquer l'anglais. Puis c'est récemment que je me suis dit, bah tiens, c'était avant la pandémie, je pourrais me mettre à apprendre l'irlandais. Au début, j'étais allé avec un site Duolingo qui est bien pour explorer. Mais étant prof moi-même, je me dis, ouais, pour apprendre, c'est mieux avec un prof. Fait que là, je me suis inscrit à un cours d'irlandais donné en ligne par des Américains de descendance irlandaise. Fait que j'apprends l'irlandais à travers l'anglais. Puis je trouve ça vraiment intéressant, le défi intellectuel. C'est une langue assez différente, peut-être un peu moins facile d'approche, mettons, que l'anglais ou même que l'allemand, parce que j'ai appris l'allemand, puis par rapport à l'irlandais, l'allemand, c'est facile. Mais du coup, c'est tellement intéressant, c'est tellement riche et tellement imagé, comme le Dia Ismiredich. Et pour dire « je suis désolé », on dirait « ta blon olom », qui veut dire « la tristesse est sur moi ». C'est très, très imagé. Il n'y a même pas de verbe avoir, en fait. Le verbe avoir est en fait construit à l'aide du verbe être et des prépositions. C'est vraiment très intéressant comme langue dans sa construction, dans la culture qu'il y a derrière. Ouais. Romain Martini, je le disais un peu en introduction, il y a des langues qui vivent, les plus connues évidemment, mais il y a une multitude de langues. C'est quoi l'état des lieux là, des langues sur la planète aujourd'hui? Alors, il y a 7000 langues parlées actuellement. Pardon? 7000 langues, oui. OK. C'est quand même pas mal. Ben ouais. Mais alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si la tendance se maintient, comme veut l'expression consacrée, la moitié auront disparu d'ici la fin du siècle, parce que le problème, c'est que sur ces 7000 langues, il y en a 6500 qui sont parlées par seulement 5% de la population, ce qui est très peu, et qu'à contrario, il y a 20 langues qui représentent plus de 90% de la population. Puis là, il y a une analogie, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais avec les espèces animales, où on a aussi des espèces en voie de disparition, puis à cause notamment du changement climatique et d'autres choses. Et dans les deux cas, que ce soit les langues ou les espèces, c'est assez inquiétant. Et l'irlandais fait partie de ces langues qui pourraient être menacées de disparition, parce que même bien que ce soit la première langue officielle de l'Irlande, elle est parlée quotidiennement par moins de 2% de la population en Irlande. Parce que c'est ça un peu l'enjeu, j'imagine que tu vas y revenir, l'enjeu de la survie d'une langue, c'est qu'elle fasse partie de l'usage Exactement. des gens, hein. Et là, il y a un problème, et c'était le cas de l'irlandais qui a longtemps été oral, mais il y a aussi un alphabet, c'est quand les langues existent seulement à l'oral. Au Canada, on peut parler du cas des langues autochtones, et en France, on peut parler des langues régionales qui étaient parlées assez couramment jusqu'à la fin du 19e, puis quand la République française a instauré l'école gratuite, publique, laïque et obligatoire, donc vouloir instruire le monde, c'est tout à fait louable. Ouais. Comme il est écrit, ça c'est dans la Constitution française, la langue de la République est le français, les élèves qui parlaient une autre langue à l'époque se faisaient taper sur les doigts, littéralement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'alsacien parce que j'ai vécu en Alsace. Quand j'étais à l'université en Alsace, donc moi j'ai grandi en Bourgogne, donc je ne parlais pas l'alsacien, bien, mes amis alsaciens, la grande majorité ne parlaient pas l'alsacien. J'ai d'ailleurs une amie alsacienne, fidèle auditrice de l'émission, je la salue, qui m'a dit qu'elle-même, bien qu'ayant une mère alsacienne, ne parle pas l'alsacien, alors que sa mère la parle, par exemple, avec ses oncles et ses tantes à elle. Et mes amis, c'est pareil, la majorité ne parlait pas l'alsacien. Quelques-uns le comprenaient, sans le parler. J'en avais un sur ma classe, où il y avait peut-être 40 à être alsacien dans ma classe. Il y en avait un seul qui parlait encore quotidiennement l'alsacien avec ses parents. Puis c'est limite. Moi, je trouvais ça impressionnant, mais il y avait certaines personnes qui se moquaient de lui, du coup, en disant, bah là, c'est démodé, l'alsacien, personne parle ça, etc. C'est même pas il y en a qui disaient que c'est même pas une vraie langue, ou c'est juste une langue orale, etc. Fait qu'il y a ce problème aujourd'hui il y a des langues qui tombent en désuétude qui ont comme pas l'air cool. On va y revenir. Et ça c'est un problème. C'est un problème. Romain Martini, qu'est-ce qui fait mourir une langue? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent faire mourir des langues. C'est surtout le processus d'assimilation. Puis, il y a l'assimilation active, mais ce qui est plus pernicieux, plus vicieux, c'est l'assimilation passive. L'assimilation active, c'est vraiment un processus politique quand il y a une puissance coloniale ou dominatrice, comme l'Angleterre qui a colonisé l'Irlande pendant des siècles, qui va faire disparaître la langue ou directement ou indirectement, par exemple en favorisant les meilleurs emplois pour les personnes qui parlent la langue du colonisateur. Fait qu'en Irlande, pour avoir des bonnes jobs, à partir du 18e, 19e siècle, fallait parler l'anglais. Donc, parler l'anglais est associé à avoir un bon emploi. Ça a été le cas aussi au Canada. Bah ouais, en France aussi, par rapport aux langues régionales. Donc, ça, c'est vraiment une assimilation active.
Alors, elle existe toujours malheureusement dans certains pays, mais aujourd'hui, on a de plus en plus affaire à une assimilation passive, un peu plus pernicieuse par la culture et le travail. Alors, il y a aussi les migrations. Puis là, avec les changements climatiques, il y aura de plus en plus de migrations. Si on quitte notamment les campagnes, généralement dans les campagnes, les langues régionales sont plus parlées, et qu'on va en ville où il y a des gens de différentes régions, donc qui vont ou ne plus parler les langues régionales ou parler des langues différentes, on va s'adapter à la langue majoritaire pour bien se faire comprendre. Et on peut en perdre, alors c'est très progressif, mais on peut en perdre sa langue régionale, oui. Pour bien se faire comprendre, il faut bien l'entendre pour aussi pouvoir survivre, c'est-à-dire pouvoir participer à une activité économique. Donc, la langue d'échange, bien souvent, c'est ça, c'est la langue majoritaire. Et évidemment, en ce qui nous concerne, l'anglais. James? Mais je prends par exemple l'Italie. Là, il y a plusieurs dialectes dans chaque région, tout ça. Puis l'italien comme standard. Mais est-ce qu'on peut parler d'assimilation lorsque les gens délaissent leur dialecte pour l'italien standard? C'est une assimilation, on va dire, passive, dans le sens où c'est pas l'État italien forcément qui le forcerait, mais c'est le contexte qui fait que... En fait, il y a un côté, je vais y revenir, notre comportement va influencer, c'est qu'on va se laisser entraîner, on va se laisser aller par le contexte, et même si techniquement on aurait le droit, il n'y a rien qui nous l'empêche, par facilité on va le faire. On voit ça en Ontario aussi. Moi j'ai une amie franco-ontarienne qui m'a dit que dans les régions ontariennes où les francophones sont minoritaires, c'est-à-dire à peu près partout sauf dans le nord ou un petit peu dans l'est, le français en Ontario va être, dans ce cas-là, peu valorisé au travail, à moins de travailler au fédéral, d'être dans une communauté francophone, de travailler dans le système scolaire. Donc on est quasiment incité à étudier en anglais, parce que si on étudie en français, notre anglais va être un peu moins bon, il va être très correct, mais on va voir, il y a même des fois des discriminations à l'embauche pour ceux qui ont des noms plus francophones, ou si on sent un petit accent francophone derrière, on va préférer l'anglophone à côté. Donc c'est pas officiel, c'est pas une loi du gouvernement, mais ça fait en sorte qu'on peut se laisser aller. Évidemment, la culture, le cinéma, la prépondérance d'Hollywood, les séries, la musique, Internet, ça va beaucoup menacer les langues en milieu minoritaire aussi également. Clairement. Romain Martini, on parle d'assimilation active, là, où il y a des institutions ou même des lois qui viennent opprimer ou oppresser là, les langues minoritaires, mais aussi une assimilation passive presque par omission ou par refus de mettre des balises qui permettraient à ces langues-là de survivre ou d'encourager la survie de ces langues-là. Qu'est-ce qui va faire qu'une langue va vivre, va survivre? Il y a des gestes qu'on peut poser collectivement. Exactement, oui. Nos comportements, justement, pour lutter contre l'assimilation passive, la meilleure façon de réagir, notre meilleure résistance, c'est vraiment notre comportement individuel. Quand j'étais aux États-Unis, je me souviens, la femme de mon pasteur était mexicaine. Elle parlait espagnol à ses enfants, jusqu'à ce qu'elles aillent à l'école. Pas de problème. Puis dès qu'elles ont commencé à l'école, elle continue à parler en espagnol, la mère, mais les filles lui répondaient en anglais. Et elle continue à leur répondre en espagnol, mais elle continue à leur parler. Ce qui fait qu'à un moment donné, les enfants ne parlaient quasiment plus espagnol, à part avec leurs grands-parents. Puis avec le temps, ça n'arrêtait pas de se perdre. Alors que ma superviseure, qui était allemande et américaine, elle, ses enfants, même à 16-17 ans, continuaient à lui parler en allemand. Et quand je lui ai demandé comment elle avait réussi par rapport à la femme de mon pasteur, elle m'a dit, c'est simple, moi mes enfants, s'ils ne me parlent pas en allemand, je ne leur réponds pas. Donc, on a vraiment, on a chacun une responsabilité. Puis, ce qu'elle m'a expliqué, elle avait fait son doctorat là-dessus. Ce qu'elle m'a dit, Martina Wells, pour la nommer, vraiment une dame remarquable, m'a dit pour qu'un locuteur maintienne sa capacité, sa volonté à s'exprimer dans une langue, il faut que celle-ci ait un rôle significatif. Alors, quand c'est la langue majoritaire, c'est le rôle d'usage. Le problème, c'est quand c'est la langue minoritaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est le rôle culturel, c'est le rôle émotionnel. Comme moi, j'ai appris l'allemand à l'école. J'ai été en Allemagne j'en ai parlé pendant mon témoignage, j'ai vécu en Allemagne pendant à peu près 1 an et demi au total. Donc, l'allemand a un côté émotionnel pour moi, ce qui fait que là, vous voyez, je continue à écouter les nouvelles en allemand. Mais si ce n'est pas le cas, la langue va finir par être abandonnée. Puis, mon amie alsacienne travaille notamment, celle que je mentionnais tantôt, elle travaille beaucoup avec des enfants de migrants. Elle me parlait notamment d'enfants Rohingyas, qui est une minorité persécutée en Birmanie, qui eux parlent quasiment dès le plus jeune âge l'arabe, le birman, et qui apprennent le français à la garderie, à l'école, fait qu'ils sont trilingues, mais ils se rendent pas forcément compte de leur richesse, parce que pour eux, il y aurait quasiment que le français qui compterait. Ils voient pas l'importance des autres langues. Donc il faut souligner cette importance, notamment culturelle, le lien familial, etc., pour que les gens conservent cette langue et ne l'abandonnent pas en grandissant ou à l'âge adulte. Ouais, parce que quelqu'un pourrait rétorquer, ou c'est ça, dans un point de vue pratique, pourquoi s'efforcer d'essayer de maintenir une langue qui donne rien dans le concret, quoi, là, t'sais. Ouais.
Oui, vas-y. Oui. Ouais, non, mais Romain, il nous reste à peine quelques minutes. Bon, on l'a évoqué, il y a des langues qui meurent. On le sait très bien aussi. Nous, comme francophones, on sait que notre langue est l'héritage du latin, qui est une langue décédée, hein, paix à son âme. Mais même si on regarde dans la Bible, il y en a une langue morte, ou on pourrait dire presque morte, là, qui émerge ici et là dans les pages de l'Évangile, entre autres. Oui, c'est l'araméen. Et ce qui est drôle, c'est que bien que le Nouveau Testament soit en grec, il y a quelques mots spécifiques qui ont été gardés en araméen, qui est la langue que Jésus utilisait comme Abba pour Père, Maranatha, Dieu avec nous, Ephata, ouvre-toi, et les fameuses paroles sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou aussi Pierre, qui en fait qui est Pétros en grec, mais qui est Céphas, qui veut vraiment dire la pierre en araméen. On l'a gardé, ça aussi, dans les actes aussi. On le revoit, Céphas. Fait que ce qui fait maintenir les langues aussi, parce que là, j'ai surtout été un peu négatif et que je vais finir avec du positif. S'il vous plaît. Oui, ce que me disait justement mon amie franco-ontarienne, faut pas juste dire aux enfants, faut parler français à l'école parce qu'il faut parler français à l'école. Parce que sinon, à l'adolescence, notamment dans les milieux où le français est minoritaire, par opposition, les jeunes vont parler anglais dans la cour de l'école, bien que francophone, parce que ça va être plus cool. Donc, il faut expliquer le rôle, la culture française, etc. Donc, il y a notre comportement à nous. Il y a aussi des lois, comme là, par exemple, il y a le gros débat sur la loi 101 au cégep. Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas aller jusque-là. Moi, je pense que c'est vraiment indispensable. Il y a d'ailleurs une pétition sur le site de Mouvement Québec français, parce qu'on sait que si les jeunes allophones ou francophones étudient en français, ils vont plus facilement travailler en français. Il y a comme un effet boule de neige. Puis au niveau individuel, le meilleur, il y a deux outils. Un, apprendre de nouvelles langues. On peut se dire, je suis bilingue, c'est correct, je parle français et anglais. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça, notre langue maternelle est seulement parlée dans les territoires où elle est parlée, et la seule langue étrangère apprise dans le monde devient l'anglais. Donc, il faudrait minimalement être trilingue. Puis là, avec Internet, ce qui est drôle, c'est qu'on a accès à plein d'outils. Moi qui apprends l'irlandais, qui me remet à l'allemand, il y a énormément d'outils. Et l'autre chose, c'est vraiment d'encourager les apprenants dans leurs efforts. Je ne parle pas des touristes. Un touriste, on va lui parler en anglais pour l'accommoder. Mais il y a des anglophones au Québec qui se plaignent que les Québécois sont comme trop gentils, trop accommodants. Dès qu'ils voient qu'ils ont de la misère en français, ils vont passer à l'anglais. Oui, ça va être plus rapide, mais ça ne va pas inciter, surtout à Montréal, l'anglophone à faire l'effort de parler le français. Alors qu'il y en a qui veulent vraiment faire des efforts. Donc, encourageons les apprenants, prenons le temps, aidons-les, plutôt que de passer à l'anglais par facilité pour aller plus vite. Romain Martini, parlant plus vite, c'est terminé déjà. Oui, oui. Je suis comme ta sœur, j'aurais comme plein de choses à dire, il faudra faire une autre chronique. Tu reviendras. Oui. Avec un t-shirt dans une autre langue, là, cette fois. C'est bien correct, oui. On parlait de l'extinction de certaines langues, en tout cas, comment maintenir en vie les langues en voie d'extinction. Romain Martini, t'es chroniqueur en On n'est pas du monde et enseignant au collégial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Alors, je vais finir en disant Tafail te home, qui veut dire tu es le bienvenu en irlandais. Et pour dire salut, ce serait Slan go foil. Et vous, restez à l'écoute. Au retour, on va enfin départager le vrai du fantastique dans l'histoire de Saint-Patrick, patron de l'Irlande. Je vis 100 jours sans
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Solitude du groupe québécois Elephant Stone. Cette semaine, les Irlandais véritables et les Irlandais de cœur se réuniront dans les pubs pour souligner la fête de Saint-Patrick, un évêque des tout débuts du Moyen Âge, mais aussi, évidemment, pour célébrer la culture irlandaise plus largement. Alors, pour l'occasion, Emmanuel Lamontagne, qui est doctorant en histoire de l'art et aussi irlandais de cœur, un peu, quand même, s'est penché sur l'origine de quelques-uns des plus forts symboles de l'Irlande. Salut, Emmanuel. Allô? Ouais, t'as-tu des racines irlandaises? Non, pas du tout. Zéro. Pas du tout. C'est vraiment de cœur. Pourtant, t'as un peu de roux dans ta barbe. Oui, mais ça, c'est le côté normand. C'est pas le côté irlandais. J'ai comme eu envie de t'appeler Normand pour le reste de la chronique. Non, on va s'en aller. Bon, là, tel que promis, là, tu vas nous faire un peu le ménage dans la vie de Saint-Patrick, nous tracer les grandes lignes, mais aussi départager le vrai du faux, parce qu'il y a une bonne part de mythes là-dedans. Il y a plus de mythes que de réalité. Ah ouais, OK. En fait. Mais on te donne le droit quand même d'enjoliver quelques points. Là. Ça, c'est le côté historien. Je ne vais pas enjoliver. Et aussi, tu pourras nous parler de quelques symboles, d'autres symboles là, de la foi irlandaise. Mais d'abord, plongeons dans la vie de Saint-Patrick. C'était qui ce gars-là? Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Oui, en fait, c'est ça. C'est que Patrick, comme beaucoup de saints, Pat, on est bien intimes. On se connaît. Je suis pas vieux à ce point-là. Je ne l'ai pas connu personnellement. On se situe quand dans l'histoire, là? On se situe au 4e siècle. Il serait né vers 386 en Bretagne insulaire, donc pas en Irlande. Bretagne insulaire, ça correspond si vous voulez, au Royaume-Uni aujourd'hui. Donc, c'est ça. La réalité historique se mélange beaucoup avec le mythe, comme beaucoup de saints de cette époque-là. Oui, parce qu'on recule de 15, 16, 17 siècles, ben, les sources sont limitées et souvent douteuses. Donc, selon, c'est ça, il serait né en 386, serait mort en 461, selon certaines sources médiévales, ou en 496, selon d'autres, donc à 110 ans. On reste dans le plausible. Oui. On n'est pas avec Mathusalem à 800-900 ans. Mais les gens mangeaient plus sainement à l'époque. Hein? Il y avait moins de croquettes de poulet, puis de frites, puis de chips. Là, c'est peut-être ça. Donc, Patrick, son premier contact avec l'Irlande est plutôt difficile. C'est qu'en fait, il se fait enlever par des pirates. Quand il est enfant, il est vendu comme un esclave. Vendu comme un esclave sur une ferme irlandaise. Donc, selon la tradition, il passe quelques années. Il n'y a pas de détails précis sur exactement ce qui se passe pendant ces années-là, mais à 22 ans, on dit qu'il réussit à s'enfuir et retourne en Bretagne. Donc, une fois de retour en Bretagne, il fait un rêve dans lequel il se voit prêtre. Donc, il décide de devenir prêtre, va être éventuellement ordonné évêque avec un titre d'évangélisateur et va retourner en Irlande dans le but d'évangéliser les païens irlandais. Donc, il y a un rôle officiel quand même dans l'Église de Bretagne. Ce bout-là, c'est avéré. Donc, une fois... Où est-ce que ça dérape, là? Une fois... les pirates, c'est quand même quelque chose, là. Oui, mais ça, c'était quand même fréquent à cette époque-là. Les enlèvements, notamment par les Vikings qui venaient enlever des gens dans les îles britanniques là, pour les vendre comme esclaves. Ça relativise un peu. On a eu une enfance, somme toute, assez paisible, hein, nous, ici, autour de la table. Je sais pas, j'ai peut-être été enlevé par les pirates. Alors là, donc, il devient évêque, il débarque sur l'île, puis comment il commence sa mission d'évangélisateur Saint-Patrick? Une fois en Irlande, il va se faire des alliés parmi la noblesse locale. Donc, ce qui va lui permettre d'avoir l'autorisation de faire construire des monastères en Irlande. Donc, ça va passer d'abord par le monastère, l'évangélisation. Donc, contrairement aux hagiographies qui ont tendance à présenter Saint-Patrick, qui débarque tout seul en Irlande, puis qui évangélise l'île au complet, évidemment, il y a une équipe. Ça se fera pas... Donc là, on tombe un peu plus dans le mythe. Là. La réalité, c'est qu'il y a une équipe, c'est le principal, quand même. Ça, c'est historique, c'est avéré, mais il y a d'autres gens. Patrick va être surtout connu pour la conversion et qui utilise le trèfle comme symbole afin de convertir les Irlandais. Alors, d'ailleurs, c'est pratiquement la première image qui nous vient en tête quand on pense à l'Irlande, quand on pense à la Saint-Patrick, c'est un trèfle vert... standard. Là. Un trèfle vert à 3 feuilles ou le Lucky Charm à 4 dans certains cas, mais pour Patrick... Le mien en a 3, je viens de regarder. Le trèfle de Patrick a 3 feuilles pourquoi? Parce qu'il se sert de ça pour expliquer la Trinité. En fait. C'est le référent pour les païens, il y a beaucoup de triades dans le paganisme celtique, donc c'est-à-dire les symboles comme le triskel ou le triquetra. C'est quoi ça? C'est des symboles païens qui représentent des cycles solaires.
en fait, qui représente le sexe solaire, donc le lever, zénith, coucher. Donc, un seul élément qui a 3 fonctions, 3 phases ou 3 fonctions. Donc, Patrick, lui, il sert de ça. Il sait que les gens connaissent déjà ces symboles-là. Donc, va se servir d'un autre symbole à 3 parties qui ne représente qu'un seul tout, le trèfle, pour expliquer le dogme de la Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu. Donc, il y aurait, selon, là on retombe dans le mythe, selon la légende, prononcer un sermon au roc de Cashel, où tout le peuple irlandais était rassemblé. Il manquait personne. Cette journée-là, et il a fait le sermon en expliquant avec le trèfle, et là, tout le monde a compris qu'est-ce qu'il voulait dire par la Trinité. Et s'est converti. Et se sont convertis. La réalité historique, c'est évidemment, ce sermon-là a fort probablement été prononcé. Il n'y avait pas tous les Irlandais. Ça a été répété à plusieurs moments par probablement d'autres gens que Patrick, mais le trèfle a quand même servi d'outil d'évangélisation sur l'Irlande. Ça, c'est une réalité. Ce qui nous mène, la représentation de Patrick, d'ailleurs, il va toujours être représenté pratiquement tenant soit un trèfle dans la main ou l'ayant en motif sur ses habits d'évêque. Les autres attributs, c'est la crosse, la mitre, la mitre, pas la mitre de baseball, la mitre d'évêque. Donc, c'est ça. Donc, on est entre mythe et réalité toujours là, avec Saint-Patrick. Ouais. Vous connaissiez ça, vous, l'histoire du trèfle qui représente la Trinité? Non? J'ai jamais fait le lien, oui. Ouais. Toi, James, tu connais beaucoup de choses, c'est ça. Certaines choses. Je peux vous donner un autre petit bout de mythe. Donc? Après le sermon. Un petit bout de mitre ou de mythe? De mythe, avec un Y cette fois-là. Pas la mythe de baseball, pas la mythe d'évêque, le mythe. Ouais. Après la bénédiction, on renvoie après le sermon. Donc, quand il bénit les gens pour partir, la légende dit que tous les serpents ont quitté l'île d'Irlande. Évidemment, encore là, il faut prendre ça de manière symbolique. Il y a encore des serpents en Irlande. Oh non! Aujourd'hui. J'étais persuadé qu'il n'y en avait plus, moi. Ça renvoie au serpent comme symbole du mal, en fait, comme dans la Genèse, là, le serpent qui s'adresse à Ève. Là. Donc, mais c'est pas un peu mystérieux, ça, d'ailleurs, qu'il y a des serpents en Irlande? Il me semble que c'est assez haut au nord. Nous, ici, on a pas des couleuvres. On a des couleuvres. Ouais, des petits couleuvres. C'est bon. Pas biologiste, par exemple. Je peux pas te donner les sortes de serpents qu'il y a en Irlande. C'est moins croustillant de dire que toutes les couleuvres sont parties de l'île. On s'imagine des serpents, là, 8 mètres à la colonne. Quelque chose d'énorme. Méchant, Alors, sont partis, mais là, soit sont revenus ou soit ils n'étaient pas tous partis. On sait pas trop, mais ça symbolise quoi? C'est ça. Ça symbolise que le mal quitte, en fait, par le baptême de ces gens-là. La bénédiction qu'ils donnent, le mal a quitté, Satan a quitté l'île d'Irlande parce que les païens se sont convertis au christianisme. C'est le symbole qu'il y a à l'arrière. C'est fascinant, mais je voyais dans tes notes, là, il y a le trèfle qui est un symbole fort qui a été... toute l'histoire de l'Église est pleine de ça, là, des symboles païens qui sont élevés ou qui sont modifiés légèrement pour symboliser autre chose ou pour révéler des trucs de la foi chrétienne. Il y en a un autre qui était déjà là et c'est assez insoupçonnable que ça faisait déjà partie de la culture païenne. C'est quoi? Ouais, la croix celtique, qui est un autre symbole irlandais très fort. Irlandais et des autres peuples celtes, mais particulièrement irlandais. Je vais en revenir plus tard là, pour dire pourquoi c'est particulier à l'Irlande dans le nationalisme au 19e siècle. Donc, croix celtique, qu'est-ce que c'est? 2 éléments pour former une croix celtique. C'est-à-dire, tout d'abord, on a 2 branches qui vont être soit égales ou la patte plus longue que la barre horizontale que comme la croix le vertical, exactement. Et on a un anneau, en fait, qui est apposé à l'arrière de la dite croix. Donc, c'est ce qui donne le caractère distinctif à la croix celtique. Donc, historiquement, on ne parle pas de croix celtique. D'ailleurs, on parle soit de croix nimbée ou cerclée. Le terme celtique va apparaître juste au 19e siècle. Donc, assez souvent, à ces 2 éléments-là, on va ajouter des entrelacs. Qu'est-ce que c'est des entrelacs? Ça vient de l'art viking. Donc, c'est des nœuds, si on veut, qui forment des espèces de chemins sur la croix. C'est un motif géométrique. Une forme de relief. Forme de relief géométrique. Donc, les origines du motif de la croix celtique sont bien antérieures au christianisme. Là. Ça date d'avant les migrations celtes en Europe, donc qui pourrait avoir lieu jusqu'à 3000 ans. Donc, les Ariens, là, les tribus qui viennent d'Inde pour coloniser l'Europe, utilisaient déjà ce symbole-là. Okay. Donc, la symbolique païenne, on est encore avec le soleil. Donc, les 4 pattes
le soleil pour le cercle. Évidemment. Les 4 pattes de la croix évoqueraient soit les points cardinaux, les 4 saisons ou encore les 4 éléments. Donc, air, eau, feu et terre. Donc, l'idée du cycle dont je parlais tantôt, comme avec le tricycle, tout ça reste là, avec également le symbole de la croix celtique. Est-ce que c'est Saint-Patrick qui a intégré la croix celtique au christianisme ou c'est arrivé plus tard, cette fusion-là des éléments? Ça va arriver plus tard, un petit peu que Saint-Patrick. Toute l'iconographie va se développer suite à la conversion au christianisme, en reprenant les éléments qui sont déjà là. Donc, pour les païens, là, les intersections des branches de croix, ça symbolisait déjà le lieu de passage entre le monde terrestre des vivants et l'au-delà. Donc, les entrelacs qui décoraient la croix, les multiples chemins qu'on peut prendre de notre vivant pour arriver à cet au-delà, à l'au-delà, au centre du milieu, parce que tous les entrelacs convergent vers le centre du motif, donc le motif solaire pour le passage vers la mort. Donc, après la christianisation par Patrick, les branches de la croix vont conserver leur symbolique antérieure. Puis on ajoute évidemment la symbolique de la crucifixion. C'est à cette époque-là que la branche verticale va se rallonger par rapport à la base horizontale pour avoir un symbole qui ressemble plus à la croix latine, qui est connue déjà au sud de l'Europe et qui figure beaucoup mieux l'instrument de torture romain sur lequel le Christ est mort. Parce que c'est ça, le plus souvent, la croix celtique était représentée avec des branches égales. Exactement. Donc verticale, horizontale, même longueur. Après la christianisation, la branche on a étiré un peu la branche du bas. C'est ça, on va s'étirer un petit peu. À partir du 7e siècle, tout au long du Moyen Âge, la croix celtique va surtout être utilisée de façon monumentale. C'est-à-dire que on va ériger des croix à l'extérieur. Donc comme les croix de chemin au Québec. Comme les croix de chemin au Québec. C'est un peu le même principe. Complémentaire des églises et des chapelles, des monastères. Ces croix-là servaient de lieu de rassemblement pour les on en a une dans le Vieux-Québec. Irlandais. Hein? Dans le Vieux-Québec, vieux quartier irlandais. Oui, dans le parc de l'artillerie. Ça, je vais y venir tantôt. Du pourquoi c'est là. Tantôt, il te reste 1 minute et demie. Je vais y venir bientôt, James, finalement. Donc, je vais passer un petit peu sur l'historique pour arriver au pourquoi c'est un symbole irlandais. Donc, c'est ça devient un symbole nationaliste au 19e siècle. Pour les Irlandais, c'est tout dans la mouvance du Celtic Revival. Donc, c'est-à-dire, on va rechercher dans les origines profondes irlandaises pour faire face à l'envahisseur britannique, pour se développer une identité en tant que société distincte par rapport aux colonisateurs britanniques. L'invasion a stimulé une espèce de renouveau identitaire. Exactement. Donc, qui va passer par certains symboles, dont le trèfle et la croix celtique. Puis ce symbole-là va rester fort jusqu'à aujourd'hui. La croix dont James parlait à l'instant, au parc de l'artillerie, c'est pas la seule du genre. C'est des croix qui sont données par la République d'Irlande. Donc, la République, depuis 1922, l'Irlande est un pays... enfin, le Sud est un pays indépendant. Il y a 26 des 32 comtés traditionnels qui ont obtenu leur indépendance de l'Empire britannique à cette époque-là. Et puis, donc, la croix sert encore comme symbole identitaire. Donc, on va donner ces croix-là pour marquer à l'étranger des apports de la communauté irlandaise. Donc, comme à Québec, au parc de l'Artillerie ou près du canal Rideau à Ottawa. Ou à Grosseille aussi. Ou à Grosseille, évidemment. À Grosseille, évidemment. Donc, il y a plusieurs endroits comme ça. Donc, on voit que c'est encore un symbole là, qui est fort. Puis, même en Irlande, ça reste un symbole fort. Je pense par exemple à une croix celtique végétale qui a été créée dans la forêt de Kilea, qui est visible depuis 2016. Donc, ça, c'est. On a planté des arbres d'essence particulière à travers, pour créer un motif de croix celtique qui est visible uniquement des airs. Donc, encore aujourd'hui, c'est un symbole qui est fédérateur là, pour le peuple irlandais. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, Emmanuel Lamontagne, mais déjà, on va se coucher vraiment moins niaiseux ce soir. On a appris beaucoup de choses sur l'Irlande, sur ses symboles les plus forts et sur le bon vieux Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick à tous les Irlandais. Oui, qu'on fête cette semaine, le 17 mars. Emmanuel Lamontagne, je rappelle que tu es chroniqueur régulier à On n'est pas du monde pour notre plus grand bonheur et doctorant en histoire de l'art. Et on peut te lire assez régulièrement sur une fois par mois. Une fois par mois. D'ailleurs, il y a un texte là, apparaître là, ces jours-ci. Sur de la croix celtique. Et il y a mon texte sur Saint-Patrick qui est déjà... Il y en a déjà un sur Saint-Patrick qui parle de la conversion par le trèfle. Oui, c'est vrai, il y a quelques années. Il y a quelques années déjà. Tout ça sur leverbe.com.
Merci beaucoup, Emmanuel. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Magdalie va nous raconter sa conversion fulgurante alors qu'elle était encore toute jeune. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Boulevard Alexandre du groupe Eika. Parfois, la vie avec un grand V nous prend par surprise. C'est ce qui est arrivé à notre collègue au Verbe Magdalie Nadeau, alors qu'elle était encore adolescente. Et c'est un peu de ça dont elle va nous parler aujourd'hui en nous racontant son parcours de foi. Bonjour Magdalie. Bonjour. Merci Antoine. d'être avec nous. Ça fait plaisir. Tu es déjà avec nous tous les jours dans le cadre de tes fonctions au Verbe comme adjointe administrative. Mais là, aujourd'hui, tu nous parles de ce que le Seigneur a fait dans ta vie et de comment il t'a happé. Peut-être nous raconter, pour commencer, là, où tu étais quand c'est arrivé. Dans le fond, c'était quoi ton parcours de vie, ta famille, ton background, finalement, avant ta conversion? Bien, moi, je viens d'une famille qui est non pratiquante, mais qui croit beaucoup à l'amour. Ça, je remercie mes parents pour ça, parce que l'amour a été très important. Mais j'ai pas connu ça, aller à la messe avec mes parents. La seule catéchèse que j'ai eue et que j'ai connu, le Jésus historique, c'était par mes cours de catéchèse à l'école primaire. Parce que moi, je suis née en 69, donc il y en avait encore à l'école de la catéchèse. Alors moi, c'est ça. C'est la seule culture que j'avais. Je suis née en 90, puis j'en avais aussi la catéchèse. Il y en avait encore. Il n'y en a plus aujourd'hui. Alors, c'est ça. Et moi, j'étais quelqu'un qui était très intellectuel, qui aimait l'école, qui était première de classe, qui était beaucoup dans sa tête, je dirais. Et puis...
Alors, viennent avec ça des questionnements, tôt ou tard. Oui, puis j'étais très... je cherchais le sens de ma vie. Puis tout ce qui était religieux ne m'attirait pas. Je trouvais rendu à l'adolescence, j'ai fait une révolte personnelle. Je voyais ceux qui croyaient, puis je trouvais que c'était une béquille pour les gens. Je trouvais que ça les empêchait de se prendre en main, de croire en Dieu, comme si c'était facile. Alors moi, j'avais un préjugé négatif sur ceux qui croyaient en Dieu. Une réponse facile à leurs problèmes ou une espèce de paresse intellectuelle. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, dans ma tête, parce que c'était dans ma tête, j'avais toutes les raisons, puis je lisais même des philosophes même. Athées? Oui, puis je me disais fièrement athée. Quand les gens me disaient... c'est quoi ta croyance? Parce que des fois, on parlait de ça. Moi, je disais non. Moi, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas qu'il existe. Ah là là. Alors, puis c'est ça. Je lisais des livres. Et puis, moi, dans ma tête, je ne comprenais pas les gens qui croyaient en Dieu. Là. Je trouvais vraiment que c'était une faiblesse. Puis c'était quelque chose d'historique, de loin. Jésus, c'était pas quelqu'un de vivant encore aujourd'hui. Là. C'était pas... non, pas du tout. Mais malgré ça, il y avait déjà, disons, une brèche qui était là. C'est celle de ton rapport à la nature, à la création. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, à l'adolescence, dans ma crise d'adolescence, je regardais j'ai le sens esthétique beaucoup, je suis artiste, alors le beau m'émerveille et m'émeut beaucoup. Et quand je regardais ça autour de moi, je me disais, ça se peut pas qu'il n'y ait pas quelque chose derrière ça. C'est trop bien fait. Il y a un artiste, quelque part. Moi, je me dis, ça se peut pas. Il y a comme... Puis là, on dirait que ça m'a mis à ce moment-là en quête, en recherche. Et je sentais aussi un vide à l'intérieur de moi. Un vide que je sentais que personne ne pouvait remplir. Mais je le sentais très fort, comme un puits sans fond. Mais je ne me perdais pas dedans, je n'étais pas dépressive, mais je sentais ce vide-là intérieur très, très fort. Là, tu as quel âge environ? Là? 16 ans. OK. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je restais à ce moment-là dans un petit village au Saguenay qui s'appelle Saint-Honoré. On salue les auditeurs de oui. Saint-Honoré. et la seule chose qu'il y avait pour les jeunes, pour les adolescents, c'était les cafés chrétiens. Moi, j'ai connu l'époque des cafés chrétiens au Québec. Qu'est-ce que c'était, ça, ce concept-là? Les cafés chrétiens, c'était comme une place où les gens pouvaient venir, souvent dans le sous-sol d'une église. Mm-hmm. Puis, il y avait des témoignages, des chants, de la guitare. C'était quelque chose de social, mais en même temps pour l'évangélisation. Là. Alors, tu t'es retrouvé là pour socialiser, on j'allais bien, juste là pour ça. Parce que, pour voir des amis. Oui, pour voir des amis. Puis, c'était pas mal tout ce qu'il y avait à faire à Saint-Antoine. Oui. Bon. Il n'y avait même pas d'autobus. il y a un aéroport, là? Oui, oui, exactement. Alors, c'est ça, il y avait ça. Puis moi, j'allais là. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimais m'estiner avec les personnes croyantes. Une religieuse, entre autres, qui est une amie aujourd'hui, elle pourrait la confirmer, que j'essayais de la convaincre de la stupidité, quelque part, de croire en Dieu. Tu voulais la convertir à ton athée. J'étais ardente. J'étais passionnée, là. On va voir un petit peu. Un peu baveuse, hein, peut-être. Un petit peu. Mais le Seigneur t'attendait au détour, Magdalie, Nadeau. Il y a eu un moment, peut-être dans une de ces rencontres-là, au café chrétien, où la lumière, où, disons, il y a un voile qui s'est levé. Oui, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est vraiment, puis j'hésite à le dire parce que je le sais que les gens souhaitent tous vivre une rencontre personnelle avec Dieu. Ouais. Puis en même temps, c'est... la seule chose que je peux croire, c'est qu'on peut être prédisposé ou disposé intérieurement à se faire proche de Dieu. Puis le chercher quand on le cherche. Moi, ça ne va pas se manifester de la même façon chez un ou chez l'autre. Mais non. Ton parcours, toi, c'est ça qui s'est passé. Non, c'est ça. Puis il ne faut pas qu'il y ait de comparaison parce que c'est tellement... Mais c'est ça. Moi, il me fallait quelque chose de gros pour me... Tu partais de loin. Bon, c'est ça. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que pendant une soirée du Café chrétien, il y avait un témoignage en avant que je ne me souviens pas du tout ce qui s'est dit. Et puis, à un moment donné, pendant le témoignage... j'ai ressenti, comme venant de l'intérieur, du plus profond de moi, Dieu. C'était de l'amour, c'était comme l'amour pur. Puis je savais que c'était Dieu parce que je sentais que c'était un amour qui m'avait créé. C'était une présence. Le mot présence, c'était, je pense, le mot le plus ajusté à ce que je vivais. Une présence enveloppante, amoureuse, qui m'aimait
inconditionnellement. Mais inconditionnellement, là, je pouvais faire n'importe quoi. Là. C'est ça que moi, je ressentais, mais je ressentais pas avec juste les émotions. C'est dur à expliquer. C'est un ressenti, je dirais aujourd'hui, avec l'âme. Ouais. Dans tout ton être. Oui, c'est ça. C'est tout l'être. Mais la tête, elle y croyait pas encore. C'est ça qui était très... Presque tout ton être. Mais c'était très fort. Ouais. C'était vraiment quelque chose qui, en 10 secondes, a changé ma vie complètement. Et les gens qui me connaissaient m'ont vu complètement changer. Alors, quand j'ai vécu ça, cette présence amoureuse-là qui a surgi de l'intérieur, j'ai pleuré sans arrêt. J'étais plus arrêtable. Je pleurais, j'étais dans la salle avec les autres, j'étais assise en arrière une chance, là. Mais je pleurais beaucoup parce que j'étais touchée. Touchée dans... c'est comme de rencontrer mon créateur, là. C'est vraiment ça. D'ailleurs, le mot conversion en grec, c'est métanoïa, ça veut dire retournement. Il y a comme, t'as été viré comme une crêpe, là, pratiquement, dans ce que j'entends, Magdalie. Alors, tu disais, tout mon être, sauf ma tête, ça finit par se rendre aussi à la tête, éventuellement. Oui, mais pas tout de suite, parce OK. que quand c'est arrivé, après, j'ai eu des personnes dans le café chrétien qui cheminaient, donc qui m'ont écouté, ils ont été mes premiers accompagnateurs. Et puis, mais ma tête ne croyait pas. Alors, moi, en dedans de moi, j'avais une... Dieu était là, mais ma tête ne croyait pas. Alors, ça durait 1 an de temps que c'était le combat entre les deux. Mais pour toi, c'était clair quand tu as eu cette montée-là, ce sentiment-là, cette impression que pour toi, tu t'es dit, c'est Dieu. C'est parce que c'est une présence qui est montée. Ouais. C'est une présence. Mais c'est ça, mais tu t'es pas dit, je suis en train de faire une crise ou C'était impossible. OK, ouais. Non, parce que c'est comme si tu rencontres ton parent. OK. Ton parent intérieur. C'est une certitude profonde. Oui, là. oui. Moi c'est comme ça, je le vois. C'est comme mon parent, ni masculin ni féminin, qui était là. Mais je dois ajouter quelque chose. C'est dans ce ressenti global-là, c'était aussi qu'il y a eu autre chose qui était par-dessus ça. C'était qu'en dedans de moi, ça me disait très fort, comme une révélation, je ne sais pas comment dire ça, toute l'histoire de Jésus-Christ, c'est vrai, cette affaire-là. Il est vraiment mort, puis ressuscité, vraiment, et il est encore vivant aujourd'hui. Puis il était là, il était comme avec moi là. C'est fascinant, c'est comme dans les Actes des Apôtres où je me souviens plus quelle lettre de Paul, l'Esprit témoigne à notre esprit. C'est ça, j'allais Que dire. nous sommes enfants de Dieu. C'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça. L'Esprit Saint a parlé à ton esprit, a Oui. dit, tu es fille de Dieu. Oui, C'est fascinant. oui, exactement. Mais Jésus était une personne à rencontrer. Ouais. C'était pas historique. Moi, dans ma tête, c'était historique. Mais là, c'était vraiment une personne. Et puis, à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a en moi. Il nous reste quelques minutes, Magdalie. Et là, ça, c'était le début d'une Oui, c'est grande ça. histoire d'amour. Je veux absolument que tu nous parles des exercices spirituels parce que ça fait partie du cheminement qui s'en est suivi pour toi. C'est ça. C'est qu'après ma conversion, j'ai voulu étudier en théologie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et j'ai voulu, à un moment donné, sur mon parcours, pour m'aider à m'enraciner, parce que j'avais du mal à m'enraciner, j'ai fait les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Je venais de me marier. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment aidé à m'enraciner dans la vie. Puis, quand je les ai faits, je me suis dit, non, moi, c'est ça que je veux faire. J'aimerais ça. Je me sentais interpellée à devenir accompagnatrice spirituelle à mon tour. Alors, j'ai étudié au Centre de spiritualité Manresse de Québec pour devenir accompagnatrice spirituelle et donner les exercices. Et je les donne depuis 25 ans. Les exercices spirituels, c'est une démarche de croissance spirituelle qui vient de Saint-Ignace de Loyola. C'est il y a 500 ans. Ouais, c'est ça. Et Saint-Ignace, il consignait lui-même ce qu'il vivait dans sa vie de foi. Et c'est ça qui a abouti à construire, à se laisser inspirer pour faire des exercices pour donner à d'autres. Au début, il les donnait aux futurs jésuites, parce que ça l'a formé les jésuites par la suite. Ouais. Et avec le temps, les religieux le vivaient. Et aujourd'hui, c'est toute personne, peu importe, laïque, religieux, peuvent le vivre. Et ça a été beaucoup démocratisé ici à Québec, je dirais, par le Centre Manresse, qui l'ont mis comme ajusté à notre culture. C'est quoi l'approche? L'approche, c'est se faire proche de notre incarnation, dans le sens, l'approche, c'est une démarche qui fait avancer, que chaque exercice prépare au prochain exercice, et c'est une montée jusqu'à temps qu'on monte jusque dans l'amour, de vivre l'amour et à la suite du Christ,
Et il y a beaucoup d'exercices à vivre, en tout cas, qui fait qu'on peut croître intérieurement. James. D'ailleurs, par ailleurs, Magdali me montrait ce matin ses œuvres. Elle a conseillé sa vie spirituelle et sa vie d'art. Et maintenant, sur son site que vous pouvez aller voir, le magdalinado.ca, on voit quelques-unes de ses œuvres là où elle construit en fait des représentations du Christ, tout ça, en tout cas de différentes scènes, mais avec des pages même de la Bible où les paroles qu'elle veut mettre en évidence dans la toile se trouvent. Donc, on voit par exemple Jésus qui est construit lui-même avec des pages de la Bible et des paroles qui concernent la toile. C'est vraiment fascinant. Ouais. C'est le verbe fait chair. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Fascinant. Magdali Nadeau, il nous reste une petite minute. Si tu croisais quelqu'un là, qui vient de vivre une conversion comme celle que tu as vécue, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? De continuer à parler à Dieu intérieurement. Parce que comment dire? Moi, je pense que c'est Dieu, c'est ça qu'il veut de nous. Il veut se faire proche de nous. Il veut être en communion avec nous. Alors, la religion peut nous aider, mais même moi, j'ai étudié en théologie et dans mes études plusieurs formes de prière, mais moi, je trouve la seule c'est de rentrer en contact direct avec lui. Le cœur à cœur. Oui, puis on peut rentrer en contact avec Dieu, avoir une rencontre immédiate de Dieu. Puis même Saint-Ignace, dans son temps, croyait à ça, mais ça a été révolutionnaire. Absolument. De croire qu'on peut faire il y en a même encore aujourd'hui qui ne croient pas qu'on peut avoir un contact direct avec Dieu, qu'il y a toujours un intermédiaire ou s'il est très loin. Alors moi, j'y crois parce que je l'ai vécu, mais je le crois que ça, c'est ce qui est plus important, de maintenir ça. Cette relation-là avec notre Créateur. Merci beaucoup, Magdali Nadeau, pour ce témoignage. Je rappelle que tu travailles au Verbe depuis déjà un peu plus qu'un an, je pense. Hein, un petit peu moins qu'un an. Un petit peu moins qu'un an. Bon. Ouais. C'était vraiment un plaisir de te recevoir à l'émission aujourd'hui. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités, selon la coutume, je leur passe le micro, pour qu'ils nous fassent leurs recommandations culturelles. Commençons avec Romain. Oui, alors je vais vous recommander un livre de Lucy Maud Montgomery, mais pas Anne la Maison au Pignon Vert. Elle a écrit d'autres choses. Elle a écrit d'autres choses, effectivement. Et je me souviens quand j'avais été à l'île du Prince-Édouard et que j'étais allé à la boutique justement de la maison de Anne la Maison Pignon Vert, j'avais acheté toute cette collection-là, mais aussi Émilie de la Nouvelle Lune. Et la dame qui m'a vendu ça, qui était assez âgée pour avoir vu l'enterrement de Lucy Maud Montgomery, m'a dit ce livre-là, Émilie de la Nouvelle Lune, c'est son roman le plus autobiographique. Et j'ai juste lu le premier tome, et pour avoir lu les deux, moi, Émilie de la Nouvelle Lune m'a beaucoup plus touché. Là, les deux autres tomes s'en viennent, fait que je vous recommande fortement cette lecture qui est aussi valide pour les adolescents, en passant pour les parents qui nous écoutent. Pour vos ados, ça peut être une très, très belle lecture à partir de 12 ans ou 11 ans. De Lucy Maud Montgomery. Merci beaucoup, Romain. Emmanuel? Oui, en fait, moi, je vais rester dans le concept avec la Saint-Patrick. Donc, je vous invite à la 197e parade de la Saint-Patrick qui va avoir lieu à Montréal le 20 mars prochain dès 9h30. Donc, ça longe la rue Sainte-Catherine et va se terminer la basilique Saint-Patrick comme à chaque année quand il n'y a pas de pandémie et qu'on a le droit de faire des parades. Merci, Emmanuel. Il risque d'en avoir une aussi à Québec, comme à chaque année, À Québec, c'est pas clair présentement. En tout cas, en date de ce jour, c'est à être annoncé, donc à surveiller sur le site de la Ville de Québec. C'est possible, mais c'est pas confirmé. Magdali, avais-tu une suggestion pour nous? Moi, j'ai une ouverture écuménique. Ça veut dire que moi, je trouve qu'on a nous aussi. Oui. Alors, moi, j'ai un site à proposer qui est sur YouTube, puis en même temps qui est sur le web. C'est au Québec, un groupe protestant, je crois que c'est évangélique, qui ont parti des médias, un peu comme ce qu'on fait ici, qui s'appelle emci.tv. emci.tv. Et il y a plusieurs choses. Il y a vraiment, c'est de la variété au niveau média. Des discussions. Oui, puis c'est vrai, ils sont ouverts. J'aime beaucoup leur approche. Génial. Merci, Magdali. James? Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le Verbe, on publie 2 numéros spéciaux par année et le prochain est à paraître dans quelques jours, quelques semaines et qui porte sur le thème de la communion. Donc, communion au sens large, mais aussi eucharistique. En tout cas, ça va être un très beau numéro. Puis, vous avez jusqu'à ce mercredi pour vous abonner, si ce n'est déjà fait, pour le recevoir gratuitement chez vous. Vous
vous allez sur le www.leverbe.com/abonnement. Vous vous abonnez, vous allez recevoir aussi les 8 autres magazines qu'on fait par année. On fait 6 magazines, 2 numéros spéciaux, James. Voilà, merci. Donc, c'est ça. Abonnez-vous pour vous allez le recevoir chez vous. Merci, James. Merci aussi à nos chroniqueurs, Romain Martini, Magdalene Nadeau et Emmanuel Lamontagne. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée, aussi sur le-verbe.com/radio. Je remercie James et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde.